Le Titanic, paquebot britannique exploité par la compagnie White Star Line, connut un destin tragique dans l'océan Atlantique Nord. Le navire sombra après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural parti de Southampton en Angleterre, à destination de New York. Cette catastrophe demeure le naufrage le plus meurtrier d'un paquebot en temps de paix. Construit par les chantiers navals Harland and Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, le Titanic était un véritable géant. Il mesurait environ 269 mètres de long pour un peu plus de 28 mètres de large. Il comptait 10 ponts, chacun ayant sa fonction. Le pont des embarcations pour les canaux de sauvetage, les ponts promenades et salons pour les cabines de première classe et les espaces communs. À son bord se trouvait une foule très diverse. De riches voyageurs, mais aussi de nombreux immigrés rêvant d'une nouvelle vie en Amérique ou au Canada. Malgré l'énorme place qu'il occupe dans la littérature et au cinéma, le naufrage du Titanic reste un mystère fascinant. Voici donc 15 photos authentiques conservées du Titanic avant sa disparition. Numéro 15. Le garçon sur le pont du Titanic. Dans le célèbre film Titanic sorti en 1997, on aperçoit un petit garçon jouant avec une toupie sur le pont. Cette scène n'est pas inventée. Elle s'inspire d'une véritable photographie prise à bord quelques jours avant le drame. Nous sommes le 11 avril 1912. La photo montre un enfant de 6 ans, Robert Douglas Spedden, s'amusant avec sa toupie pendant que son père et d'autres passagers l'observent. Robert voyageait en première classe avec sa famille fortunée, de retour vers leur résidence de Tuxedo Park près de New York après une longue excursion en Algérie. La nuit de la collision, Robert dormait profondément. Lorsque le Titanic heurta l'iceberg, sa nourrice, Elizabeth Burns, le réveilla brièvement et lui dit qu'il sortirait voir les étoiles. L'enfant se rendormit aussitôt, ignorant la tragédie en cours. Au matin, il se retrouva dans un canot de sauvetage, sain et sauf. Mais son histoire eut une fin bien triste. En 1915, à l'âge de 9 ans, Robert mourut après avoir été renversé par une automobile dans le Maine. À cette époque où les voitures étaient encore rares, son accident fut l'un des premiers décès liés à l'automobile enregistrés dans cet état. Numéro 14. L'iceberg qui fit sombrer le Titanic. Tout le monde sait que le Titanic a sombré à cause d'un iceberg. Mais voici un détail saisissant. 2 jours avant le drame, le capitaine d'un autre navire traversant l'Atlantique prit une photo en noir et blanc d'un immense bloc de glace. On pense qu'il s'agit précisément de l'iceberg fatal. Ce marin, le capitaine W. Wood, servait sur le SS Etonian, un cargo britannique. Passionné de photographie, il avait son appareil à portée de main et immortalisa ce gigantesque iceberg. Plus encore, il nota soigneusement les coordonnées exactes de l'endroit. Ces coordonnées correspondent presque trait pour trait à l'endroit où le Titanic heurta l'iceberg et sombra, entraînant la mort de 1522 personnes. Une fois arrivé à New York, le capitaine Wood fit développer la photo sans attendre et en envoya un tirage à son arrière-grand-père accompagné d'une lettre. Dans cette lettre, il affirmait que cet iceberg était bel et bien celui qui avait causé le naufrage. Il inscrivit même en grosses lettres noires au bas de l'image. Iceberg photographié par le capitaine Wood, SS Etonian, à 41 degrés 50 minutes de latitude nord et 49 degrés 50 minutes de longitude ouest, le 12 avril à 16 h. Nous savons tous que le Titanic heurta son iceberg le 14 avril 1912 vers 22h20 et coula en moins de 3 heures. Au fil du siècle, d'autres photos d'icebergs croisés dans cette zone ont refait surface, mais ce qui rend le cliché du capitaine Wood si fascinant, c'est que la forme de son iceberg correspond étroitement aux croquis et descriptions des témoins oculaires du bloc de glace qui scella le destin du Titanic. Numéro 13. Les passagers de 3e classe. Cette photo nous plonge dans la vie quotidienne des passagers de 3e classe, appelés aussi passagers de l'entrepont à bord du Titanic. Ces voyageurs partageaient des salles de bain communes, prenaient leur repas ensemble dans un réfectoire réservé et dormaient dans des cabines de 4 lits. Et pourtant, même en 3e classe, les conditions étaient étonnamment bonnes par rapport à ce que la plupart connaissaient dans leur pays d'origine. On disait même que la 3e classe du Titanic ressemblait à la 2e classe sur beaucoup d'autres paquebots de l'époque. Certes, l'espace était limité et les distractions rares, mais il y avait un avantage non négligeable. Les repas étaient fournis. Sur d'autres navires, les passagers de l'entrepont devaient souvent emporter leur propre nourriture. Situées dans les parties moins prestigieuses du navire, proches du bruit et des vibrations des machines, les cabines de 3e classe disposaient toutefois de l'électricité et de l'eau courante, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Les hommes seuls logeaient à la proue, tandis que les femmes seules et les familles étaient placées à la poupe, dans de plus grandes cabines adaptées aux familles.
La forme de ces chambres suivait d'ailleurs la courbure du navire, ce qui leur donnait parfois des allures biscornues. Les passagers de troisième classe avaient aussi une salle commune où ils pouvaient se retrouver pour discuter, lire, jouer aux cartes ou simplement passer le temps. Bien qu'ils n'aient pas eu accès à des installations comme la piscine ou le gymnase, ils organisaient leurs propres fêtes et danses à bord. La grande majorité des plus de 700 passagers de l'entrepont étaient des immigrés, espérant commencer une nouvelle vie en Amérique. Le Titanic représentait pour eux une promesse d'avenir. Malheureusement, la plupart n'y arrivèrent jamais. Seule une personne sur 4 parmi la troisième classe survécut au naufrage, et dans ce faible pourcentage, très peu d'hommes furent sauvés. Numéro 12. Le gymnase du Titanic. Le Titanic possédait son propre gymnase, une installation impressionnante pour un paquebot de cette époque. Il se trouvait sur le pont des embarcations, près du grand escalier. À l'entrée, les passagers découvraient une salle lumineuse, décorée de boiseries de chêne peintes en blanc et de carreaux au sol. Sur le mur opposé, une grande fresque montrait une coupe transversale d'un paquebot de la classe olympique, accompagnée d'une carte retraçant les routes maritimes de la compagnie White Star Line. Le gymnase était équipé d'appareils ultramodernes. Chameaux électriques, chevaux mécaniques, rameurs, punching ball, machines de musculation et vélos d'intérieur. Les passagers de première classe pouvaient acheter un ticket auprès du commissaire de bord, au prix d'un shilling, leur donnant droit à une séance. Pour les guider, un instructeur attitré, T.W. Macaulay, était présent durant des horaires précis. Comme dans d'autres espaces récréatifs du Titanic, l'accès au gymnase respectait des règles strictes. Les séances étaient séparées selon l'âge et le sexe. La White Star Line présentait cet endroit comme une occasion unique de faire du cheval, du vélo ou de l'aviron sans quitter le navire, tout en profitant d'un exercice physique bénéfique et d'un divertissement sans fin. Parmi les attractions les plus prisées figurait le fameux chameau électrique, une monture mécanique reproduisant fidèlement le balancement de l'animal. Malheureusement, la nuit du naufrage, T.W. Macaulay resta à son poste dans le gymnase et périt avec le Titanic. Numéro 11. Les gilets de sauvetage du Titanic. Cette photo provient de l'album d'un passager qui quitta le Titanic avant son naufrage. À bord, le navire disposait de gilets de sauvetage pour toutes les personnes présentes, équipage compris, soit plus de 2000 individus. Ces gilets étaient fabriqués en toile renforcée et garnis de liège. Leur conception était assez rudimentaire, tenue seulement par de simples cordelettes. Ils étaient lourds à porter, mais extrêmement flottants. Hélas, lorsque le Titanic sombra, de nombreux passagers qui n'avaient pas pu embarquer dans un canot se jetèrent à l'eau avec leurs gilets. Le problème, c'est que le choc de la chute assommait souvent ceux qui sautaient. Certains moururent noyés, d'autres eurent la nuque brisée et beaucoup succombèrent au froid glacial de l'Atlantique Nord. Après cette tragédie, le liège resta le matériau de base pour les gilets de sauvetage, mais leur conception ne fut réellement améliorée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le drame du Titanic, où tant de victimes portaient ces gilets inefficaces, contribua à pousser les ingénieurs à repenser leur sécurité. Malgré leurs défauts, quelques gilets originaux du Titanic existent encore aujourd'hui. Et cela n'empêche pas les collectionneurs de se les arracher lors de ventes aux enchères. L'un d'entre eux s'est même vendu pour la somme vertigineuse de 119 000 $. Numéro 10. La piscine du Titanic. La compagnie White Star Line, propriétaire et conceptrice du Titanic, avait déjà introduit l'idée d'une piscine sur l'un de ses navires, le RMS Adriatic, lancé en 1906. Avec le Titanic, elle voulut aller encore plus loin dans le luxe et aménagea une piscine intérieure, que l'on appelait alors bain de natation. Située sur le pont F côté tribord, la piscine faisait environ 1,80 m de profondeur constante. Elle était remplie d'eau de mer chauffée, entre 1,50 m et 1,80 m de hauteur, afin de laisser aux nageurs une certaine liberté de mouvement. L'accès était strictement réservé aux passagers de première classe et payants, sauf pour les hommes entre 6 h et 9 h du matin, qui pouvaient en profiter gratuitement. Les Siams, elles, devaient toujours payer, et il n'existait pas de créneau gratuit pour elles. Les enfants, quant à eux, n'étaient pas autorisés à s'y béquigner. Chaque séance coûtait environ 25 centimes par personne, et le prix incluait la mise à disposition d'un maillot de bain. C'était un privilège inédit à bord d'un paquebot de l'époque, symbole d'un confort exceptionnel. Un passager, le colonel Archibald Gracie, raconta avoir nagé dans cette piscine à peine 24 heures avant le naufrage. Il décrivit l'eau de mer chauffée comme revigorante et avait prévu d'y retourner le lendemain matin. Le destin en décida autrement. Par chance, Gracie survécut au drame en s'accrochant à l'un des radeaux pliables jusqu'à l'arrivée des secours. Numéro 9. Les canaux de sauvetage insuffisants.
Depuis le naufrage du Titanic, le manque criant de canaux de sauvetage est considéré comme l'une des principales raisons du terrible bilan humain. Cette photo, presque prophétique, fut prise par le révérend FMC Brown, un passager qui quitta le navire après son court trajet entre Southampton et Queenstown, en Irlande. On y distingue la passerelle du Titanic ainsi qu'un de ses rares canaux. Après la catastrophe, plusieurs enquêtes menées en Angleterre comme à l'international conclurent qu'une réglementation plus stricte aurait pu sauver des centaines de vies. Sur le plan légal, le Titanic respectait pourtant la loi en vigueur. Le Merchant Shipping Act de 1894. Ce texte exigeait que tout navire de plus de 10 000 tonnes dispose de 16 canaux pouvant accueillir 990 personnes. Le Titanic, qui dépassait les 49 000 tonnes, était bien plus imposant que les normes prévues. Il transportait 20 canaux, offrant de la place pour environ la moitié seulement des passagers et de l'équipage. À l'époque, on ne considérait pas les canaux comme un substitut du navire entier. Les compartiments étanches du Titanic étaient censés lui permettre de flotter même endommagé. Sur les plus de 2000 personnes à bord, à peine 700 embarquèrent dans les canaux. Et beaucoup de ceux-ci furent descendus à moitié vides par crainte qu'un poids maximal n'endommage le système de mise à l'eau. Le premier canot, par exemple, pouvait accueillir 65 personnes, mais quitta le navire avec seulement 25 passagers. Fait troublant, aucun exercice d'évacuation ne fut effectué avant le drame. Une simulation de mise à l'eau était pourtant prévue pour le matin même du 14 avril, mais le capitaine John Smith l'annula, préférant diriger un dernier office religieux avant sa retraite. 2 ans plus tard, une nouvelle convention internationale, la SOLAS, pour Safety of Life at Sea, rendit obligatoire un nombre de canaux suffisant pour chaque individu présent à bord. Aujourd'hui, la règle impose même une capacité équivalente à 125% du nombre total de passagers et membres d'équipage. Numéro 8. Le capitaine et le commissaire de bord du Titanic. Cette photo montre le capitaine Edward John Smith, commandant britannique du Titanic, aux côtés de son commissaire de bord, Hugh Walter McElroy. Elle fut prise par un passager ayant quitté le navire à Queenstown 3 jours avant le drame. Hélas, ni Smith ni McElroy ne survécurent au naufrage. Le 14 avril 1912, 3 jours après le départ de Southampton, le capitaine Smith suivit sa routine dominicale. Il inspecta le navire, annula l'exercice de sécurité prévu, mena un office religieux, puis rencontra ses officiers pour calculer la position du Titanic. Le navire filait alors à 22 nœuds, une vitesse impressionnante. À mesure que la soirée avançait, la température chuta jusqu'à geler la mer. La surface de l'Atlantique, lisse comme un miroir, rendait les icebergs presque invisibles. Malgré cela, Smith maintint la vitesse, convaincu que son équipage réagirait vite en cas de danger. Mais lorsque l'iceberg fatidique apparut, le capitaine n'était pas sur la passerelle. Informé de la collision, Smith demanda immédiatement un rapport à Thomas Andrews, l'architecte du navire, qui confirma la sentence. Le Titanic coulerait vers 2h20 du matin, le 15 avril. On vit le capitaine Smith une dernière fois sur la passerelle. Certaines rumeurs prétendirent qu'il aurait sauvé un enfant de la noyade, mais ces récits furent rapidement écartés, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Ces décisions restèrent longtemps discutées. Fallait-il réduire la vitesse? Devait-il être présent sur le pont au moment de l'accident? Pour certains, son expérience justifiait ses choix. Pour d'autres, ces mêmes choix précipitèrent la fin du plus grand paquebot du monde. Numéro 7. La salle à manger de première classe. La salle à manger du Titanic occupe une place unique dans l'histoire. C'était la plus vaste jamais construite à l'époque. Elle pouvait accueillir confortablement plus de 500 convives en même temps. Large comme le navire lui-même et longue de 34 mètres, cet immense espace, décoré dans des tons clairs, offrait un cadre raffiné où l'élite pouvait se retrouver pour dîner et échanger. Le menu était digne d'un palais. On y servait du homard fondant, des cailles venues d'Égypte, des pêches juteuses, du caviar délicat ou encore des grappes de raisins savoureux. Les fruits étaient frais, les plats préparés par des chefs soucieux de satisfaire les palais les plus exigeants. Les horaires étaient fixes. Petit déjeuner de 8h à 10h, déjeuner de 13h à 14h30 et dîner de 19h à 20h15. Les passagers étaient appelés par le clairon du musicien Peter W. Fletcher, jouant The Roast Beef of All England. Le dîner, moment phare de la journée, était un véritable rituel. Les messieurs vêtus de smoking, les dames parées des dernières robes à la mode, couvertes de bijoux étincelants et parfumées d'essences venues d'Orient. Les plus privilégiés dînaient dans le restaurant à la carte, réservé exclusivement aux passagers de première classe. Inspirée de l'architecture britannique, la salle présentait des sièges et tables en chêne, confortables et élégants, entourés d'un mobilier luxueux qui mêlait confort et prestige.
Pour parfaire l'ambiance, un orchestre jouait doucement en arrière-plan, créant une atmosphère sereine et apaisante où les riches passagers pouvaient savourer pleinement leur expérience culinaire. Numéro 6. Une coque fragilisée. Cette photo montre la construction de la coque du Titanic, véritable squelette du navire. Comme les paquebots de son époque, elle était assemblée à l'aide de plus de 3 millions de rivets en fer et en acier, pesant ensemble plus de 1200 tonnes. Certains étaient posés par des machines hydrauliques, d'autres fixés à la main par les ouvriers. La coque possédait un double fond pour renforcer la solidité, mais les flancs n'étaient faits que d'une paroi simple. Le navire comptait 15 compartiments étanches, pouvant être isolés en actionnant un interrupteur. Pourtant, les cloisons entre ces compartiments comportaient de nombreuses portes, un choix destiné à faciliter la circulation et le service luxueux à bord. Ces dernières années, un journaliste irlandais, Senan Moloney, a défendu une théorie selon laquelle la coque du Titanic aurait été fragilisée avant même son voyage inaugural. En étudiant des photos et des témoignages de l'époque, il affirme qu'un incendie se serait déclaré spontanément dans l'un des immenses soutes à charbon, affaiblissant une partie cruciale de la coque. La chaleur intense aurait altéré l'acier et lors de la collision avec l'iceberg, cette section fragilisée se serait rompue plus facilement. Cette hypothèse reste contestée. Au fil du temps, d'autres explications plus ou moins crédibles ont vu le jour. Un torpillage par un sous-marin allemand, une malédiction d'une momie égyptienne. Si l'incendie paraît plus plausible qu'une malédiction, beaucoup continuent de penser que l'iceberg reste la cause principale du naufrage. Subscribez PIC. Voici une photo intrigante. On y voit le capitaine Edward J. Smith et le commissaire de bord Hugh Walter McElroy, debout côte à côte sur le pont du Titanic. Leurs regards, graves et concentrés, semblent chargés de pensées. Ce cliché figé dans le temps nous pousse à nous interroger. À quoi pouvaient-ils songer à ce moment précis? Quelles inquiétudes leur traversaient l'esprit quelques jours à peine avant la tragédie? Numéro 5. La construction du Titanic. Le Titanic fut construit par la compagnie White Star Line avec une ambition claire. Surpasser tous les autres paquebots transatlantiques et séduire les voyageurs entre l'Europe et les États-Unis. Bien que plusieurs navires assuraient déjà la traversée régulière de l'Atlantique, la White Star voulait marquer les esprits en créant le paquebot le plus impressionnant et majestueux de son époque. La construction commença le 30 et 1 mars 1909 au chantier Harland & Wolff de Belfast, où l'on bâtissait en parallèle son navire jumeau, l'Olympic. La taille colossale des deux bâtiments posait des défis techniques inédits. Jamais on n'avait tenté de construire des navires de cette ampleur. Pour les accueillir, on rasa 3 anciennes cales de lancement et l'on érigea 2 nouvelles, alors les plus grandes au monde. Au plus fort du chantier, environ 14 000 ouvriers travaillaient sur place. L'ossature du Titanic mit plus d'1 an à être assemblée et la coque fut achevée en octobre 1910. Dans les années 1990, certains spécialistes avancèrent l'idée que l'acier employé pour les plaques de coque devenait cassant par temps très froid, aggravant ainsi les dégâts lors de l'impact avec l'iceberg. Si la qualité du métal était jugée correcte pour l'époque, elle restait loin des standards de l'acier moderne utilisé dans la construction navale. Le chantier était dangereux. Peu de mesures de sécurité, pas de casque, ni de protection pour les machines. On recensa 246 accidents, dont 20 graves, bras et jambes sectionnés, membres écrasés par des plaques d'acier. 6 ouvriers périrent directement sur le navire pendant la construction et 2 autres trouvèrent la mort dans les ateliers. Juste avant la mise à l'eau, un dernier drame survint lorsqu'un travailleur fut tué par une pièce de bois tombée du haut de la structure. Numéro 4. Le lancement du Titanic. Le 31 mai 1911 à 12h15, le Titanic fut officiellement lancé. L'événement, dirigé par Robert Falconer Keith, contremaître principal chez Harland & Wolff, attira une foule gigantesque. Plus de 100 000 spectateurs s'étaient rassemblés pour assister à ce moment historique. Parmi eux, de grandes personnalités comme J. Pierpont Morgan et J. Bruce Ismay, installés dans une tribune spécialement aménagée. Keith actionna les déclencheurs hydrauliques retenant le navire, et celui-ci glissa majestueusement vers la rivière Lagan. Pour faciliter la manœuvre, on avait répandu 22 tonnes de savon et de suif sur la cale, servant de lubrifiant. Contrairement à la tradition, la White Star Line ne baptisa pas le Titanic d'une bouteille de champagne. Après son entrée à l'eau, le navire fut remorqué jusqu'à un quai d'aménagement, où l'on passa plus d'1 an à installer moteurs, cheminées, superstructures et intérieurs luxueux. Suite à la mise en service de l'Olympic en juin 1911, quelques ajustements furent apportés au Titanic, ce qui le rendit légèrement plus lourd et lui valut le titre de plus grand paquebot du monde.
Le chantier prit plus de temps que prévu, en partie à cause de ces modifications, mais aussi en raison d'une pause forcée. L'Olympique avait été impliqué dans une collision en septembre 1911 et les équipes durent participer à sa réparation. Certains affirment que si le Titanic avait été achevé plus tôt, il aurait peut-être évité l'iceberg en avril 1912. Finalement, le Titanic réalisa ses essais en mer au printemps 1912 et fut jugé apte à prendre la mer. Numéro 3. Le salon de lecture et d'écriture de première classe. La pièce que vous voyez sur cette photo était connue comme le salon de lecture et d'écriture de première classe. À l'origine pensée comme un refuge pour les dames après le dîner, elle offrait un espace paisible, situé sur le pont A, où l'on pouvait se détendre, lire ou écrire des lettres. Aménagée côté bâbord, le long du couloir reliant le grand escalier au salon principal, elle était fréquentée surtout par des femmes, même si les hommes pouvaient aussi y entrer, ce qu'ils faisaient rarement. La salle se divisait en deux, une grande pièce principale et une petite alcôve sur la droite, séparée par une ouverture ornée de fenêtres en verre coloré. Surélevée au-dessus du pont des embarcations, elle possédait de hautes fenêtres d'environ 3,30 mètres, habillées de rideaux en soie rose laissant entrer une belle lumière naturelle. Le décor de style géorgien affichait des moulures raffinées, des boiseries élégantes, des colonnes cannelées et une cheminée en marbre blanc. Des palmiers en pot ajoutaient une touche de verdure, tandis que des appliques voilées et des lustres de cristal diffusaient un éclairage doux. Les fauteuils et canapés recouverts de soie jaune et bleue entouraient des tables basses et des bureaux d'écriture. Le salon était ouvert de 8 h du matin à 11h30 du soir, en parallèle du grand salon voisin. Les passagers pouvaient emprunter un livre et profiter d'un bureau pour écrire des lettres ou des cartes postales, qui étaient ensuite envoyées depuis Cherbourg ou Queenstown. Mais dans les faits, la salle resta assez peu utilisée. Beaucoup de passagers ne comprenaient pas vraiment son but. Aujourd'hui, elle demeure en grande partie détruite, les ponts supérieurs s'étant effondrés avec le temps. Pourtant, des fragments en furent retrouvés sur les plages de Terre-Neuve, un canapé jaune, un fauteuil rose. Ce qui laisse penser que quelqu'un y entra peut-être pendant le naufrage, saisit ses meubles et les jeta à la mer pour tenter de s'en servir comme radeau improvisé. Numéro 2. La salle à manger de deuxième classe. La salle à manger de deuxième classe du Titanic, située sur le pont D, était un vaste espace raffiné capable d'accueillir près de 394 convives à la fois. De longues tables s'étiraient d'un bout à l'autre de la pièce, comme on le voit sur cette photo. Le mobilier en acajou, recouvert de tissu cramoisi, donnait une impression d'élégance. Pour assurer la stabilité par gros temps, tout était fixé au sol. Les tables, mais aussi les chaises pivotantes en acajou. Les repas y étaient préparés dans les cuisines communes aux premières et deuxième classes, également situées sur le pont D, et servaient aussi le grand salon de première classe. Pendant que les passagers savouraient leur repas, un orchestre jouait pour les divertir avant et après le service, ce qui créait une atmosphère chaleureuse et conviviale. Fait étonnant. Contrairement à d'autres navires, la salle à manger de deuxième classe ne disposait pas de plateau de service, ce qui rendait le travail du personnel plus complexe. Malgré ce détail, l'endroit conservait une certaine élégance et offrait aux passagers un lieu agréable pour se restaurer, échanger et profiter de la traversée. Numéro 1. Le fumoir de première classe. Le fumoir de première classe était un salon élégant, réservé exclusivement aux messieurs de l'élite. C'était le lieu idéal pour se retrouver tard dans la soirée, discuter affaires et politique, fumer, boire, ou encore tenter sa chance au jeu, sauf le dimanche. Pensé pour recréer l'ambiance feutrée d'un club londonien, le fumoir était décoré avec faste. Boiseries en acajou sombre, incrustations de nacre, détails sculptés avec une précision exquise. De grandes niches rétro-éclairées et des vitraux projetaient une lueur chaude et captivante dans la salle. Au sol, des carreaux de linoléum bleu et rouge formaient un motif raffiné, tandis que le plafond plâtré s'ornait de médaillons décoratifs. Au-dessus de la cheminée principale trônait une toile de Norman Wilkinson intitulée « Approach to the New World ». L'endroit attirait les amateurs de cartes autant que les joueurs professionnels. Au moins 4 sharpers, c'est-à-dire des joueurs chevronnés vivant de leur gain, étaient à bord du Titanic. Les stewards du bar attenant répondaient aux demandes en cigares et boissons, rendant l'expérience encore plus luxueuse. Lors de la nuit fatidique, le fumoir fut témoin de scènes poignantes. Peu avant 2 h du matin, Archibald Gracie, écrivain américain qui survécut au naufrage, entra dans la salle. Il y trouva le major Archibald Bott, l'artiste Francis Davis Millett, Clarence Moore et Arthur Ryerson, en pleine partie de cartes, assis à leur table habituelle. Non loin de là, le célèbre journaliste britannique William Stead lisait tranquillement un livre, et Emile Taussig, directeur de la West Disinfecting Company,
paraissaient résignés, les mains jointes, fixant le sol en silence. Vers 2h05, les joueurs de cartes se levèrent et prirent congé. Millet et Butt restèrent en arrière. On raconte qu'ils se seraient ensuite jetés ensemble à la mer. Archibald Gracie quitta aussi la pièce et survécut. Quant à Taussig et Stead, ils disparurent dans le naufrage. Voilà qui conclut notre voyage à travers les images et les histoires fascinantes du Titanic. Un paquebot de rêve devenu légende tragique, mais dont chaque détail continue de nous émouvoir plus d'un siècle plus tard. Si ce récit vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. Cela aide énormément et me motive à préparer d'autres vidéos riches en découvertes pour vous. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.